Salut Mégane. Salut Pauline. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et de sexualité féminine. Et aujourd'hui, on reçoit Yasmine Kando, la présidente de l'association EndoFrance. À travers cet épisode, Yasmine nous parlera de cette maladie qu'elle ne connaît que trop bien parce qu'elle en souffre elle-même. L'endométriose existe depuis très longtemps mais commence à faire parler d'elle depuis malheureusement trop peu d'années. Pourtant, elle touche au moins une femme sur 10. On note d'ailleurs que ce chiffre concerne seulement les femmes diagnostiquées. Si l'on ajoute à ce chiffre les femmes non diagnostiquées, on peut monter à 2 voire 3 femmes sur 10. De l'apparition des premières douleurs en passant par l'errance médicale, les traitements et le quotidien qui est fortement affecté, Yasmine nous racontera son histoire et comment elle a à cœur d'aider aujourd'hui les femmes qui souffrent de cette maladie. On va aussi découvrir avec elle les missions et les opérations de l'association qui œuvre pour faire de la prévention mais aussi financer la recherche. Bonne écoute. Bonjour Yasmine. Bonjour Mégane. Et bienvenue sur le podcast Truc de Meuf. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je suis Yasmine Kando, je suis présidente de l'association EndoFrance. Et bien, est-ce que déjà tu pourrais commencer par nous expliquer ce que c'est EndoFrance pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ? Alors EndoFrance, c'est une association de lutte contre l'endométriose. C'est la première qui a été créée en France en 2001. C'est une association qui aujourd'hui est animée par 120 bénévoles répartis sur toute la France et qui comptabilise 2878 adhérents. Et puis nos bénévoles organisent chaque année près de entre 400 et 600 événements pour informer et soutenir le public. Ce sont d'ailleurs nos missions principales, soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. On va informer le public sur la maladie et on va agir avec les professionnels de santé et les pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins. Du coup Yasmine, toi tu as l'endométriose, donc est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours et ensuite je pense nous raconter aussi comment tu es venue à faire partie de l'association EndoFrance ? Alors effectivement, je pense que quand on s'engage en EndoFrance, c'est parce qu'on est concerné par l'endométriose. Donc moi j'ai commencé vraiment à souffrir à partir de 16 ans. Et je suis vraiment dans la moyenne puisque l'endométriose, on met à peu près 7 ans à la diagnostiquer. Et bien, il m'a fallu 7 ans pour poser le diagnostic d'endométriose. Ça a été 7 ans d'errance médicale vraiment où... à l'époque, ma mère m'avait emmenée voir le médecin généraliste qui ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Donc j'ai vu des urologues, j'ai vu des gastro-entérologues, j'ai vu des gynécos et personne ne comprenait vraiment ce qui se passait jusqu'au jour où j'ai rencontré un médecin, un autre médecin qui, en m'écoutant simplement, m'a dit « mais je pense à l'endométriose ». Et là, ça a été à la fois le soulagement parce qu'on se dit, enfin, toutes ces années où j'ai souffert, où on finissait par me dire, écoute, il n'y a rien, voilà, ça a été du soulagement, mais en même temps, ça a été une grande panique parce que la découverte de quelque chose qu'on ne connaissait pas et je ne savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangée, en fait. Et puis, du coup, j'ai rencontré EndoFrance en 2006. Au moment où la maladie s'est vraiment développée, où j'ai vraiment eu d'importants problèmes de santé. J'en étais en 2006 à ma troisième ou quatrième opération. Et du coup, voilà, j'ai rencontré EndoFrance. Déjà, ça a été intéressant, c'est pas le terme. Ça a été magique. Parce que j'ai découvert à ce moment-là que je n'étais pas seule à souffrir d'endométriose, qu'il y avait toute une communauté de femmes qui souffraient, qui partageaient les mêmes souffrances, les mêmes questionnements. Et puis, j'ai reçu énormément de soutien de la part de cette association. Et à mon tour, j'ai voulu rendre ce que j'avais reçu. Et c'est comme ça que je me suis engagée en 2006, en devenant d'abord bénévole régionale en Normandie. Donc, j'organisais des actions, des conférences avec des médecins, des tables rondes avec des professionnels de santé ou des rencontres amicales, des groupes de parole pour les femmes. Et à partir de 2012, j'en ai pris la présidence jusqu'à aujourd'hui. Et nous étions 15 bénévoles à l'époque et 260 adhérents. Donc on a bien grossi et bien grandi depuis. Oui, parce que justement, l'endométriose, c'est une pathologie qui touche énormément de femmes. Il me semble que c'est 1 sur 10 à peu près. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer assez simplement ce que c'est comme maladie, qu'est-ce que ça provoque et comment ça peut se soigner ? Alors, plus exactement, c'est une personne menstruée sur 10 qui est diagnostiquée d'endométriose. Ça veut dire que probablement
compte tenu de l'errance médicale que connaît cette maladie, il y en a 2 ou 3 sur 10 qui sont concernés mais qui ne le savent pas. Alors l'endométriose, qu'est-ce que c'est ? L'endométriose, ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et c'est cette muqueuse qui gonfle au fil du cycle pour accueillir un embryon s'il y a une fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, chaque mois, bien évidemment, on a nos règles et ça, en fait, les règles, c'est la muqueuse utérine qui se détache et qui s'évacue. Et on parle d'endométriose quand on va retrouver dans l'organisme des cellules semblables à cet endomètre qui vont se greffer sur les organes. Et la particularité de ces cellules, c'est que malheureusement, elles vont réagir aussi à l'influence hormonale et elles vont elles aussi se mettre à saigner au moment du cycle. Voilà, et c'est ça qui va provoquer au fil des cycles des douleurs importantes parce que des kystes, des nodules, des adhérences vont se former et ça va être responsable d'une très grande inflammation. Et puis en fonction des localisations de l'endométriose, il y aura des troubles associés. Quel genre de trouble? Il me semble que ça peut créer de l'infertilité, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent se développer? Alors, l'infertilité, c'est dans 30 à 40% des cas. En fait, 30 à 40% des bilans d'infertilité conduisent au diagnostic d'endométriose. Dans 70% des cas, le principal symptôme, c'est la douleur. Et quand je parle de douleur, c'est vraiment une douleur qui est invalidante, qui empêche d'agir dans le quotidien, qui empêche les jeunes d'aller au lycée, qui empêche les plus âgés d'aller travailler. Et quand je parle de troubles associés, c'est par exemple quand on a une atteinte d'endométriose digestive, on va avoir des troubles digestifs, donc une alternance diarrhée-constipation par exemple. Si le nodule d'endométriose infiltre de façon trop importante le côlon ou le rectum, ça peut aller jusqu'à l'occlusion intestinale. Donc il peut y avoir quand même des conséquences à long terme qui peuvent être importantes. On peut avoir des atteintes vésicales, donc des troubles urinaires. On va avoir des douleurs quand on fait pipi, on va avoir envie de faire pipi très fréquemment, on va avoir des sensations d'infection urinaire, mais sans bactéries, parce que c'est juste l'endométriose qui vient irriter la vessie. Voilà, ça c'est le genre de trouble qu'on peut avoir. L'autre symptôme connu aussi, c'est la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs pendant les rapports sexuels. Et puis, très très souvent, il y a une fatigue chronique qui s'installe parce que l'organisme lutte contre une douleur en permanence et c'est compliqué. Et est-ce que ça se soigne? Parce que c'est quand même une maladie du coup très répandue, j'espère qu'il y a quand même des recherches qui sont menées pour trouver des traitements pour soulager toutes les femmes. Aujourd'hui, on ne sait pas guérir l'endométriose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement curatif définitif. On sait aujourd'hui poser un pansement sur les lésions pour éviter qu'elles ne saignent, pour éviter qu'elles ne se propagent. Et ça, c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé préconisent la prise en continu d'une pilule pour mettre en aménorrhée, c'est-à-dire absence de règles. Parce que, on a bien compris que quand on saignait, les lésions dans le ventre, elles saignent aussi. Et c'est ça qu'il faut éviter, puisque c'est ça qui va générer de la douleur, c'est ça qui va générer des troubles et qui peut provoquer le développement de la maladie. Donc le traitement de base, ça consiste à stopper les règles. Et à côté de ça, bien sûr, il faut un traitement pour la douleur. Donc, on encourage vivement les femmes à aller voir un médecin de la douleur, ça s'appelle un algologue, ou de bénéficier des services d'un centre antidouleur dans des hôpitaux. Mais c'est compliqué d'y aller. Et c'est compliqué parce qu'il y a des délais d'attente monstrueux, il n'y a pas assez de médecins de la douleur. Et du coup, on oriente effectivement les femmes vers les femmes et toute personne menstruée qui souffre d'endométriose, vers des techniques complémentaires, des médecines complémentaires, comme la kinésithérapie par exemple, l'ostéopathie, tout ce qui va être sophrologie, relaxation, yoga, qui va amener du bien, développer des endorphines qui vont permettre de gérer la douleur un petit peu au quotidien. Tout ça, ce sont des médecines complémentaires qui sont vraiment importantes dans la prise en charge de l'endométriose aujourd'hui. Et puis, bien sûr, à côté de ça, quand il y a un échec des traitements médicamenteux, il reste la chirurgie. Et la chirurgie, elle doit vraiment être menée par des spécialistes parce que elle peut être vraiment
C'est une chirurgie de précision en fait. Quand on a des urtères qui sont abîmées, quand on a la vessie qui est abîmée, si le geste n'est pas maîtrisé, si le geste chirurgical n'est pas maîtrisé, on peut arriver à des conséquences quand même importantes. Il y a des jeunes femmes qui ne peuvent plus faire pipi toutes seules, qui sont obligées de se sonder à vie pour pouvoir faire pipi. D'autres qui se retrouvent avec des stomies pour les selles permanentes aussi. Donc tout ça c'est très compliqué à vivre au quotidien et ce sont des choses qui peut-être dans la prise en charge, pour certaines en tout cas, auraient pu être évitées. Oui, en fait, c'est une maladie et j'ai l'impression dont on entend parler depuis quelques temps, mais qui a des conséquences, comme tu le dis, très très lourdes et qui peuvent être complètement dramatiques. Là, tu nous disais que la pilule, ça peut être une solution, mais c'est une solution qui a aussi des effets secondaires. Donc, quel type de pilule est peut-être prescrite ? Est-ce que c'est n'importe laquelle ou est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être moins nocives pour la santé ? Alors en fait, effectivement, ce qui va être très difficile dans l'endométriose, c'est de trouver la pilule qui va bien convenir parce que il y a autant de formes d'endométriose que de personnes atteintes et chaque cas est unique bien évidemment et surtout chaque personne réagit différemment au traitement qui est proposé. Généralement, ce que dit la Haute Autorité de Santé, c'est qu'il faut commencer par des pilules œstroprogestatives parce que la combinaison des deux pilules permet malgré tout d'avoir le moins d'effets secondaires possible. L'œstrogène, on sait que c'est l'hormone qui va faire réagir l'endométriose, mais c'est aussi l'hormone qui nous permet de nous sentir en joie, de bonne humeur, en forme, d'avoir de la libido, de ne pas nous sentir trop fatigués, etc. Mais très souvent, selon les formes d'endométriose, ça ne suffit pas. Donc on va donner ce qu'on appelle des traitements à base de progestatifs, donc là où il n'y a qu'une seule hormone, et là effectivement il y a pas mal d'effets secondaires du type migraine, fatigue intense, prise de poids parfois, changement de l'humeur, trouble de la libido. Alors tout ce que je décris là, ça n'est pas obligatoire, bien évidemment. Il y a des personnes qui prennent ces traitements sans aucun souci, et il y en a d'autres qui, dès les premières semaines, ressentent ces effets secondaires. C'est vraiment des cas, chaque cas est unique. On ne peut pas prédire à l'avance si on aura ou non ces effets secondaires. Mais en tout cas, chez certaines, ça leur permet d'apaiser tous les symptômes d'endométriose, de vivre mieux, d'aller travailler. Et pour pallier les effets secondaires, elles vont utiliser toutes les techniques complémentaires, l'acupuncture ou des choses comme ça qui vont les aider dans le quotidien. Et aussi, une femme qui est sous pilule justement pour traiter son endométriose souhaite avoir un enfant. Comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors effectivement, la pilule c'est contraceptif, donc quand elle voudra avoir un enfant, il faudra qu'elle l'arrête. Et là, tout dépend de la forme de son endométriose. Si elle a une endométriose modérée ou qui n'est pas du tout positionnée sur les ovaires ou qui ne la gêne pas trop, si elle n'a pas trop de douleur, elle pourra essayer de faire son bébé. Si en revanche l'endométriose est complexe et que dès l'arrêt de la pilule, les douleurs sont très 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 fortes, il faut absolument qu'elle en parle à son médecin. Il y a probablement une façon de l'aider, soit par la chirurgie. Généralement, c'est ce qui est proposé quand les douleurs sont tellement intenses qu'il ne peut pas y avoir de rapport, etc. Soit c'est la chirurgie, soit c'est l'orientation directe en parcours de procréation médicalement assistée pour essayer de favoriser une grossesse le plus tôt possible, pour éviter qu'elle ne souffre trop longtemps surtout. Et puis en fonction de l'endométriose, bien évidemment, en fonction des formes d'endométriose, ça va être dans le dialogue avec son médecin qu'elle saura quoi faire. Est-ce que je vais en PMA tout de suite ? Est-ce que j'essaye encore quelques mois naturellement ? Est-ce que je vais me faire opérer d'abord ? Tout ça, ça dépend vraiment des situations de chacune. Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de règles, sans vilain jeu de mots, en matière d'endométriose. Je voulais savoir du coup au niveau de la sexualité, moi j'ai des amis qui ont l'endométriose justement, qui ont été accompagnés par EndoFrance, donc cet épisode est très très attendu et je voulais savoir du coup parce qu'elles m'ont dit qu'au niveau des rapports sexuels c'était douloureux, je voulais savoir du coup est-ce que c'est pour toutes les femmes pareilles ou pas forcément, je suppose que c'est un peu du cas par cas aussi, et dans ce cas-là est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées pour que ça soit moins douloureux à ce moment-là ? Très bonne question. Alors la dyspareunie, la douleur pendant les rapports avec pénétration, ça n'est pas chez toutes les femmes. C'est en fait
En fonction des localisations des lésions d'endométriose. Quand elles ont une endométriose profonde qui va être derrière l'utérus, sur les ligaments utérosacrés, proche du vagin et du rectum, là effectivement, bien évidemment, pendant la pénétration, la verge va taper sur le col de l'utérus, ça va faire bouger l'utérus, ça va réveiller les douleurs, ça peut taper contre le nodule directement et c'est quelque chose qui fait très très mal. Quand les rapports, malgré le traitement, restent douloureux, il faut en discuter avec le chirurgien, voir si supprimer ce nodule, supprimer le ligament utérosacré va pouvoir soulager la douleur. Généralement, c'est le cas. Mais après, il y a aussi tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans les techniques complémentaires, il y a la kinésithérapie. Les kinésithérapeutes sont formés pour pouvoir mener des massages intravaginaux. Ils sont formés en pelvipérinéologie et du coup ils vont pouvoir aller détendre tous les petits nerfs, tous les petits ligaments à l'intérieur du vagin qui sont crispés et rétractés quand il y a un nodule et des adhérences autour et de l'autre côté. Donc ça va aider aussi à moins souffrir pendant les rapports. Ça c'est vraiment quelque chose. Alors les séances peuvent être très douloureuses, il faut le savoir, mais sur le long terme, parce qu'il faut plusieurs séances bien évidemment, ça détend vraiment et ça permet de changer la donne en matière de rapport et de supprimer les douleurs. Après, il y a aussi, ce qui est très important, c'est de discuter avec le conjoint ou la conjointe et pouvoir peut-être aller voir une sexothérapeute. Elles disent toujours, c'est intéressant de discuter avec elles parce qu'elles disent toujours que l'endométriose finalement oblige à réinventer sa sexualité. La sexualité ne doit pas rimer avec pénétration. Ça, c'est un diktat de la société, en fait. On peut très bien avoir un orgasme sans pénétration. Il faut réinventer tout ça. C'est à discuter dans le couple. Mais effectivement, dans un premier temps, c'est ces techniques complémentaires, notamment avec la kinésithérapie, qui peuvent aider à supprimer les douleurs. Et du coup, quand tu parles de chirurgie, est-ce que c'est considéré comme un dernier recours ou pas forcément? Et du coup, la chirurgie, c'est pour retirer les nodules simplement ou pour faire autre chose aussi, comme chirurgie? Alors là aussi, chaque cas est unique, bien évidemment, mais effectivement, la chirurgie, c'est le dernier recours. C'est-à-dire que les experts de l'endométriose aujourd'hui et les recommandations de la Haute Autorité de santé vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que la chirurgie ne doit intervenir, si possible, qu'une seule fois. À mon époque, quand j'ai été diagnostiquée, on faisait déjà le diagnostic. On faisait une chirurgie pour diagnostiquer l'endométriose, pour aller voir ce qui se passait dans le ventre. Aujourd'hui, grâce aux techniques de l'imagerie qui ont été vraiment développées, on n'opère plus juste pour savoir si c'est de l'endométriose, ou en tout cas dans des cas très, très exceptionnels. Mais aujourd'hui, l'interrogatoire de la patiente et l'imagerie, l'échographie pelvienne et l'IRM, quand elles sont menées par des radiologues formés, permettent de diagnostiquer l'endométriose. Donc déjà, on évacue cette question de célioscopie à visée diagnostique. Après, effectivement, il faut éviter d'en arriver à des cas comme le mien, où j'ai été opérée 11 fois. Ça ne va pas dans le bon sens de la prise en charge de l'endométriose, parce que chaque anesthésie générale, chaque intervention a aussi des conséquences. Et plus on opère, plus c'est compliqué. Le geste est compliqué pour le chirurgien de s'y retrouver. Il y a des adhérences partout, etc. Et ça finit par créer d'autres types de douleurs, des douleurs neuropathiques qui, elles, sont chroniques. Et là, c'est pas les traitements classiques de l'endométriose qui vont aider à la soulager, cette douleur-là. Donc, en fait, aujourd'hui, vraiment, on essaye d'abord le traitement médical et on l'essaye autant de fois que nécessaire. C'est-à-dire que un traitement médicamenteux, aujourd'hui, il va s'essayer sur 3 à 4 mois minimum. Et puis, à côté, on va essayer toutes ces techniques dont je parlais. Mais si ça ne suffit pas, si au bout de 4 mois, on voit qu'il n'y a aucune amélioration, on va changer de traitement. On va en essayer un autre. Parfois, il y a des femmes qui en essayent 3, 4, 5 avant de trouver la bonne avec laquelle elles se sentent bien, avec ce qu'on appelle une bonne balance bénéfice-risque, c'est-à-dire l'effet curatif attendu, l'effet de soulagement des symptômes et des douleurs,
et le moins d'effets secondaires possible. C'est possible, hein, on y arrive quand même. Mais aujourd'hui, c'est ça, parce que c'est vraiment pas recommandé d'opérer tout le temps, de suropérer comme ça. Et la chirurgie, son objectif, effectivement, quand la douleur est très importante, ça va être de supprimer les nodules. Parfois, on est obligé de supprimer une partie d'organe, ou un organe complètement quand il est trop atteint, quand l'endométriose est trop invasive, pour avoir restauré. L'objectif, en tout cas, c'est de restaurer la qualité de vie. C'est ça qui est important à avoir en tête, et c'est pour ça que c'est important de dialoguer vraiment avec le chirurgien, de ne pas prendre cette décision sur un coup de tête, de ne pas se dire non, j'arrête les hormones, je vais me faire opérer, parce que de toute façon, l'endométriose, alors on n'a pas de chiffres, on n'a pas beaucoup d'études, hein, mais on sait que très souvent, on a des récidives post-opératoires, c'est-à-dire que même si la chirurgie a été bien menée, dans la mesure où on ne connaît pas aujourd'hui les causes de l'endométriose, il arrive à 5 ans des récidives d'endométriose. Donc le traitement, c'est ce qui permet d'avoir un apaisement et puis d'éviter cette potentielle récidive. En tout cas, les médecins recommandent de prendre un traitement après une chirurgie, justement pour laisser le corps se reposer, laisser le temps à la cicatrisation aussi, de ne pas avoir ses règles tout de suite derrière pour redéclencher des douleurs en plus de la cicatrisation. Et du coup, tu disais qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les causes de l'endométriose, mais est-ce que c'est une pathologie que l'on a et qu'on contracte très jeune lorsque la puberté intervient, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut nous arriver tout au long de notre vie de femme tant qu'on a des cycles menstruels? Vaste question. Alors, l'endométriose, elle se déclenche... on dit que c'est une maladie des règles, donc elle débute à la puberté et elle se termine à la ménopause. Mais, parce qu'il y a des mais, tout le monde ne déclenche pas son endométriose à 15, 16, 17, 18 ans. C'est très variable. D'une personne à l'autre, encore une fois. L'endométriose, c'est la maladie des exceptions, en fait. Voilà. Le déclenchement peut arriver à l'adolescence, ou alors il peut arriver après une césarienne, après une grossesse. Il peut arriver que l'on découvre l'endométriose dans le cadre d'un bilan de fertilité. Ça veut dire qu'elle était là probablement avant, mais qu'elle s'était développée sans faire de bruit, sans avoir de symptômes alarmants. On peut aussi avoir de l'endométriose qui se réveille après la ménopause, alors que c'est censé se calmer. On ne sait pas pourquoi. Il y a 3 à 5% de cas d'endométriose à la ménopause. Voilà. Et tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment, on ne comprend pas d'où ça vient. Il n'y a pas de généralité, encore une fois. Il y a plusieurs théories. Il y en a une aussi qui dit qu'il y a une théorie métaplasique, c'est-à-dire des cellules souches, c'est-à-dire qu'au moment de la formation des cellules, au moment du développement des cellules, il y a peut-être un petit bout d'endomètre qui s'est fixé à un endroit où elle n'aurait pas dû et qui, au moment de la puberté, va se réveiller sous l'influence hormonale, encore une fois. Le système immunitaire défaillant, ça, on en est quasiment sûr, même s'il y a encore des études qui sont en cours pour le prouver. Mais je vous donne un exemple. Il y a une théorie, par exemple, qui parle de l'implantation, c'est-à-dire que chez toutes les femmes, au moment des règles, il y a un peu de sang qui se déverse dans l'organisme. Mais chez 90% d'entre elles, le système immunitaire envoie des cellules pour faire du ménage, on va dire, hein, pour nettoyer ce qui n'est pas à sa place. Sauf chez 10% qui vont devenir des endométrioses. Donc voilà, et ça on ne sait pas dire pourquoi. Vraisemblablement, il y a quelque chose qui fait que le système immunitaire ne reconnaît pas les cellules d'endométriose. Donc voilà, c'est super complexe. Il y a des recherches qui sont en cours et c'est pour ça qu'on a besoin de recherche. Nous, on a commencé à financer la recherche en 2016, notamment grâce à notre marraine Laetitia Milo, qui nous a aidés, nous a donné beaucoup d'argent, à la fois des droits d'auteur de son livre Le bébé c'est pour quand, mais elle a aussi participé à des émissions de télévision et nous a permis de gagner de l'argent comme ça, qu'on a reversé à des équipes médicales. Là, à la fin de l'année, au total, on a versé 308 000 €, donc ce qui est une somme énorme. Il y en a la moitié qui vient de Laetitia et l'autre moitié, ce sont des donateurs particuliers comme ça qui veulent nous aider, des associations sportives, des
des associations, des comités d'entreprise, des choses comme ça. Et tout ça, c'est reversé à la recherche parce qu'on a besoin de comprendre. Et sur la recherche, on attend énormément aussi de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été annoncée par Emmanuel Macron en janvier 2022, qui a 3 axes. Le premier, c'était justement développer la recherche sur l'endométriose. Donc on nous a promis des fonds importants dédiés à cela et on espère vraiment que ça va arriver. Donc oui, là du coup, de ce qu'on comprend, les autorités, les pouvoirs publics s'emparent de cette question très tardivement parce que c'est vous, en tant qu'association, qui financez la recherche pour une maladie qui touche énormément de femmes. Comment tu expliques ça ? Alors il y a plusieurs choses. Je dirais que la première, c'est que pendant longtemps, on a banalisé la douleur de la femme pendant ses règles. Le message que l'on entendait et que j'ai entendu moi aussi, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Oui, mais c'est le curseur de la normalité qui n'est pas positionné au bon endroit. Quand on ne peut pas agir dans le quotidien, quand on est plié en deux de douleur, non, ça n'est pas normal. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que les médecins n'étaient pas formés à l'endométriose, à détecter l'endométriose, à la diagnostiquer et à la prendre en charge. L'association a été créée en 2001. À partir de 2003, on a commencé à écrire au ministère de la Santé pour leur dire il faut faire quelque chose sur l'endométriose, il faut former les médecins, adapter la formation initiale des médecins, faire des centres de référence et faire des campagnes d'information. Ça, c'était en 2003. Il a fallu attendre septembre 2020 pour que l'intégration de l'endométriose ait lieu. Il y a un décret qui est paru en septembre 2020 qui intègre l'endométriose dans les études médicales de second cycle. Les premiers cours donnés en 2021, donc ça veut dire qu'il faudra attendre encore un certain temps avant que les médecins formés à diagnostiquer l'endométriose sortent et s'installent. Donc voilà, on est très, très en retard là-dessus. À partir de 2014, les médecins que l'on connaît spécialistes de l'endométriose ont commencé à organiser des conférences, des formations continues pour les chirurgiens, pour les médecins, pour leur dire attention, il y a l'endométriose, il faut faire quelque chose. Mais tout ça, c'était les médecins qui se sont regroupés, qui ont dit bon, il faut faire quelque chose. Mais voilà, septembre 2020. Le gouvernement s'intéresse à l'endométriose. La stratégie en 2022. Les filières de soins qu'on réclamait depuis 2003, les centres experts ou les filières de soins sont en train de se structurer partout en France. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent déjà, qui sont bien implantées, mais pas sur tout le territoire encore. Donc ça, c'est pareil, on est en train de suivre ce dossier parce que c'est important. Et pour nous, les filières de soins, c'est ce qui va permettre de mieux orienter les patientes et surtout d'éviter cette errance médicale dont on a toutes souffert finalement, quoi. Donc on en est aujourd'hui, je dirais qu'avec cette stratégie qui a été annoncée, on en est à l'ère zéro de la prise en charge de l'endométriose. Et tout est à construire à partir de maintenant. Quand tu nous disais qu'on ne développe pas forcément l'endométriose au même moment, j'avais entendu une fois, j'ai rencontré une femme qui avait l'endométriose et qui m'avait dit que ses médecins lui avaient dit quand vous aurez un enfant, ça va changer. Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a possibilité, comme le fait qu'on la déclare pas forcément au même moment, est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière ou un arrêt de la maladie ou est-ce que ça reste toute la vie ? La grossesse ne guérit pas l'endométriose. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est une idée reçue. Et d'ailleurs, on a publié un livre qui s'appelle « Idées reçues sur l'endométriose » avec des médecins qui expliquent justement pourquoi la grossesse ne guérit pas l'endométriose. La grossesse, c'est une mise en sommeil de l'endométriose. C'est la période où on est en aménorrhée naturelle, absence de règles. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a plus d'hormones qui viennent nourrir les lésions en place et que donc c'est une période de répit pour toutes celles qui souffrent d'endométriose. Donc ça, c'est la première des choses. Après, il faut quand même savoir qu'il y a... Alors, selon les études qui ont été menées, et dès 2006, les médecins le disent, il y a un tiers des endométrioses qui n'évoluent pas. C'est-à-dire que voilà, on va découvrir une endométriose superficielle. Alors, superficielle, pas dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment dans le sens où elle n'infiltre pas les organes. Voilà, la personne va prendre un petit traitement pendant 3 mois, ça va aller bien, elle va décider d'arrêter son traitement et là, l'endométriose ne va plus l'embêter, elle va être là mais ne plus se développer, voire même diminuer. On a vu aussi, on voit encore des kystes d'endométriose sur les ovaires, c'est ce qu'on appelle l'endométriome.
Et ces kystes diminuaient après 3-4 mois de traitement. Donc c'est la preuve quand même que les traitements agissent sur les lésions. Donc voilà, il y a des endométrioses comme ça qui ont de la chance de diminuer. Donc ces personnes-là sont vraiment chanceuses. Mais ça veut dire qu'il y a à peu près 2/3 des cas où l'endométriose va évoluer. Et dans ces 2/3, il y a encore à peu près 1/3 des cas où l'évolution va être vers des formes assez sévères. Toi, tu disais que quand tu as été diagnostiquée, tu as dû être opérée, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vie normale, entre guillemets, ou est-ce que malgré toutes les avancées, c'est encore très compliqué? Alors là encore, chaque cas est unique, mais si je parle de mon cas, je dirais que non, les 11 opérations ne m'ont pas aidée. Elles ont été nécessaires pour autant parce que moi j'avais du mal à certains moments de la vie, parce que c'est pareil, il y a une fluctuation hormonale dans la vie d'une femme, et les traitements qui nous vont bien pendant un moment, quelques années après, ils nous vont plus du tout. Et là, c'est difficile de trouver à nouveau, de réajuster, etc. Moi j'avais eu du mal après. Il n'y avait plus aucun traitement qui fonctionnait. Au contraire, même les traitements faisaient flamber la maladie. Donc il y avait la chirurgie seule qui pouvait me soulager dans les douleurs. Quand j'arrivais plus à marcher, quand j'arrivais plus à monter un escalier, forcément le médecin me disait on va vous opérer parce que là c'est plus possible. Et oui, c'était plus possible. J'avais une qualité de vie totalement réduite. Donc, mais les chirurgies répétées, elles ont des conséquences aussi néfastes. D'abord, les anesthésies, ça fatigue énormément. L'organisme, il a de plus en plus de mal à récupérer. Et puis, il y a ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, puisqu'à chaque fois qu'on ouvre le ventre, dans le petit bassin, il y a énormément de petits nerfs, justement pour qu'on ressente toutes ces douleurs. Et on coupe des nerfs quand on coupe un ventre. Et les nerfs, ils envoient une douleur au cerveau en disant on m'a coupé, j'ai mal. Et ça, c'est très difficile de se débarrasser de ce type de douleur. Ça n'est plus lié à l'endométriose en tant que telle, puisqu'on a supprimé la lésion d'endométriose. Mais du coup, cette douleur-là, elle reste. Et là, c'est d'autres prises en charge, d'autres traitements sur le long terme. Et c'est aussi très compliqué de gérer ça. Avec le temps, en 2019, j'ai eu ma 11e opération. Donc j'ai eu 9 opérations vraiment liées à l'endométriose et 2 autres pour réparer un petit peu les dégâts, puisque j'avais une vessie qui était devenue vraiment paresseuse à cause des lésions sur les uretères, etc. Donc on a dû réparer la vessie. Ensuite, j'ai eu des nerfs qui ont été abîmés justement par l'endométriose, et notamment le nerf pudendal, qui est le nerf qui fait le tour du périnée. J'en étais arrivée au point, je pouvais plus rester assise plus d'un quart d'heure, je pouvais plus rester debout plus d'un quart d'heure, ça me faisait énormément souffrir. J'ai mangé 3 mois debout parce que assise c'était impossible. Donc j'ai dû être opérée pour soulager ces nerfs aussi, faire une décompression des nerfs. J'ai mis un certain temps à m'en remettre aussi. Et puis en 2019, j'avais très mal à une cicatrice sur le fond vaginal. Je voulais que le chirurgien regarde. Il m'a proposé de reprendre cette cicatrice. Et puis en fait, quand il m'a opérée, je lui disais, vous savez, j'ai des douleurs qui reviennent, ça me rappelle les douleurs d'endométriose, même si je sais que c'est plus possible parce que j'ai plus d'ovaires. À 40 ans, on m'a enlevé les ovaires. À force d'opération, on s'est dit que là, j'allais être tranquille en étant ménopausée biologiquement. En fait non, parce que quand le résultat de l'analyse biologique est revenu, c'était nodule endométriose. Voilà. Alors que ça faisait 10 ans que j'étais ménopausée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, 3 à 5% de cas de récidive à la ménopause. Voilà. Donc aujourd'hui, comment je vais ? Alors à force de tout ça, à force de douleur, j'ai développé une fibromyalgie aussi. Donc quand l'endométriose se calme, c'est la fibromyalgie qui est là. Et je dirais que ça fait une 15aine d'années que je ne sais pas ce que c'est 15 jours sans douleur. On s'habitue à tout. L'homme est un animal capable de s'adapter à tout. Et la femme peut-être encore plus. Donc on s'habitue à vivre avec une douleur au quotidien, mais parfois c'est usant, moralement c'est usant. Mais il faut mettre en œuvre toutes les stratégies possibles. On apprend à s'asseoir différemment et plus au fond d'une chaise pour pas solliciter les ischions et donc le nerf pudendal. On apprend à vivre avec une compagne au quotidien, quoi. Voilà. Je trouve ça hyper
touchant et difficile d'entendre ça parce que autant l'endométriose, je savais ce que c'était, mais j'imaginais pas du tout à quel point ta vie peut être un enfer en ayant cette maladie dont on parlait pas encore il y a quelques années et pour laquelle la recherche avance très peu. C'est affolant, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et on reçoit, alors je l'ai pas dit non plus tout à l'heure, mais l'année dernière, on a fait le bilan de l'année, bien évidemment. Les bénévoles ont répondu à 45 000 mails, hein, j'arrondis. C'est énorme, c'est juste énorme. On est toutes bénévoles, hein, donc on fait ça le soir après le boulot. Mais 45 000 messages de femmes qui sont en souffrance pour certaines, qui ont besoin d'être orientées vers des professionnels, qui ne comprennent rien à ce qu'elles vivent. Voilà. Et c'est juste énorme. Et des témoignages de vie difficiles avec la maladie, voilà, on en a. Mais bon, ce qui est important, et en tout cas c'est notre positionnement chez EndoFrance, c'est de ne pas laisser la maladie nous définir. C'est pour ça que je parle jamais d'endo-girl. On n'est pas des endo-girls, parce que sinon c'est laisser la place à la maladie en premier point. Et on veut surtout pas ça. Être atteinte d'endométriose, c'est compliqué, c'est invalidant, c'est une maladie invisible, on a du mal à la comprendre, on a du mal à... Voilà. Mais on finit par accepter. En fait, j'ai longtemps dit que l'endométriose m'avait fait renoncer à énormément de choses. C'est vrai. Mais quand alors je vous parle de ça, mais avec un long travail en psychothérapie, avec beaucoup de travail sur moi, beaucoup de réflexion, j'ai connu la dépression vraiment à cause de la maladie, avec les difficultés que ça avait engendré, le renoncement au travail, voilà. J'ai connu des moments vraiment difficiles, mais quand on finit par accepter, se dire que bon, bah, c'est une compagne pour la vie, de toute façon, va falloir faire avec parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai eu le bonheur d'être maman malgré l'endométriose, bah voilà, faut se lever tous les matins et il faut trouver une solution pour y arriver, quoi, voilà. Et donc quand on accepte, ça ouvre aussi un autre champ des possibles. Et je pense que si j'avais pas accepté, je pourrais pas aujourd'hui présider EndoFrance et donner autant d'espoir à ces femmes qui se tournent vers nous et porter toutes ces bénévoles vers autant de succès et de réussite dans toutes les actions qu'elles mènent, quoi. Je voulais savoir aussi, du coup, si y a des jeunes filles ou même moins jeunes qui nous écoutent, qui ont des douleurs quand elles ont leurs règles, à quel moment il faut qu'on se dise que c'est pas normal et vers qui on se tourne, parce que malheureusement on entend encore beaucoup de témoignages de femmes qui ne sont pas bien reçues par leurs gynécos ou même parfois les sages-femmes aussi, où on leur dit malheureusement encore maintenant que c'est normal d'avoir mal quand on a nos règles alors qu'on sait que c'est pas le cas. Du coup, à quel moment et vers qui on se tourne quand on a ces douleurs justement ? Alors, parmi les missions de l'association, il y a une partie sensibilisation très importante. On intervient dans les collèges et lycées, justement, auprès des plus jeunes. On a participé aux formations des infirmières scolaires également. Et ça, tout ça, pour nous, c'est hyper important de faire de la prévention auprès de la jeune génération. Parce que si moi, à 16 ans, on m'avait entendu dans mes douleurs, peut-être que j'aurais pas mis 7 ans à être diagnostiquée et peut-être que on aurait trouvé d'autres solutions. Ceci dit, à l'époque, on ne connaissait pas l'endométriose, donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, l'important, en tout cas, et c'est aussi l'objet de mon engagement au sein d'EndoFrance, c'est que les jeunes filles ne vivent plus ce que moi j'ai vécu. La prévention, elle passe vraiment par ces actions de sensibilisation. Et ce qu'on dit toujours, c'est la douleur qui doit être mesurée. C'est-à-dire, et c'est la question d'ailleurs que le médecin doit poser, vous avez mal ? À quelle fréquence ? À quelle intensité ? C'est l'intensité de la douleur qui doit faire penser à une maladie, à quelque chose de non normal. Si la douleur... Alors, faut peut-être revenir sur la physiologie, c'est-à-dire que l'utérus, pour évacuer cette muqueuse au moment des règles et ce sang, il contracte forcément. Et ça fait mal. C'est logique, c'est physiologique. Mais ça fait mal... Si on prend un antispasmodique comme un Spasfon, si on prend un antalgique comme le paracétamol et que ça se calme, tout va bien. Là, on est dans une douleur qui est normale. Et c'est ça qui a fait que les médecins finissaient par dire « mais c'est normal d'avoir mal au ventre pendant les règles ». Parce que oui, c'est physiologique. Mais quand la douleur résiste au Spasfon, au paracétamol,
quand elle revient chaque mois de plus en plus fort, quand elle empêche d'aller au lycée, quand elle empêche de tenir debout, quand on peut pas faire du sport, quand on peut plus sortir avec ses copains, ses copines parce qu'on a trop mal d'être debout, ça c'est pas normal. Et c'est là qu'il faut s'interroger. Donc en fait, c'est vraiment de regarder cette intensité de la douleur, si elle résiste ou pas à un simple antalgique. Et là, il faut se dire que là, ça n'est pas normal. Et vers qui on se tourne ? Alors, ça c'est une bonne question aussi, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tous les médecins généralistes, toutes les sages-femmes, tous les gynécos ne sont pas tous formés à l'endométriose. De plus en plus, heureusement. Et l'idée, c'est de se tourner vers les bénévoles d'Endo-France, parce que d'abord, elles sont dans toutes les régions de France et elles ont pu répertorier les médecins capables de poser le diagnostic, les radiologues capables de déceler l'endométriose, qui parfois ne fait que quelques millimètres. Voilà, elles sont capables d'orienter les jeunes filles pour ça. Et on a une page dédiée à l'adolescence, à la période de l'adolescence sur notre site internet qui s'appelle Endo et Adolescence. Et on explique justement d'abord qu'il ne faut pas s'affoler parce que toutes les douleurs de règles ne sont pas liées à l'endométriose, mais on donne les signes, les symptômes d'alerte, voilà. Et puis, bien sûr, on dit que la prise en charge, plus on est diagnostiqué tôt, mieux c'est, et mieux on va éviter des soucis, et surtout, on va préserver la qualité de vie, et pour celles qui le veulent plus tard, la fertilité, parce que ça aussi, c'est important. Mais j'en profite pour aussi parler de l'ouvrage L'endométriose de Clara que j'ai publié chez Duno l'année dernière, qui est un format BD, donc illustré par Maeve et des Gribouillis, et qui raconte l'histoire de Clara, 17 ans, qui se plaint de douleurs au ventre, qui en parle à sa mère, qui en parle à son médecin, et le médecin lui dit « Mais c'est normal Clara, ça ira mieux quand tu seras maman, tu verras plus tard, ta maman était comme toi, c'est tout à fait normal. » Sauf que les douleurs continuent, et Clara se dit que non, ça fait 1 an que c'est normal, mais c'est pas normal, je peux pas aller au lycée, je peux pas faire sport, etc. C'est une BD basée sur des témoignages réels et on voit tout son parcours jusqu'au diagnostic et ce qu'elle met en place ensuite pour aller mieux. C'est important vraiment pour nous de prévenir cette jeune génération pour préserver leur qualité de vie. Ouais. Oui, donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que si jamais il y a des douleurs qu'on détecte qui sont pas normales, il faut vraiment pas hésiter à se tourner vers Endo-France. On va mettre le lien d'ailleurs dans la description du podcast, et que vous avez des gens qui sont tout à fait capables d'orienter les jeunes ou les moins jeunes vers les professionnels qui sont compétents, qui sont formés, parce que on le sait, même sans avoir d'endométriose, quand on se retrouve face à un gynéco qui nous dit « Mais non, mademoiselle, ce que vous avez, c'est rien du tout », ou alors « Vous avez un peu de poids en trop, il faut maigrir », il n'y a rien de plus décourageant, et c'est comme ça qu'on ne se soigne pas, justement. Exactement, et on a d'ailleurs mené une campagne d'information auprès des infirmières scolaires avec une affiche avec le personnage de Clara, justement, issu du livre, qui dit « On n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose ». Parce qu'on avait des remontées de jeunes filles, justement, qui nous disaient « Je viens de chez le médecin, mais il me dit que je suis trop jeune pour avoir de l'endométriose, qu'est-ce que vous en pensez ?» Non, l'endométriose, elle débute à l'adolescence potentiellement, donc ça mérite d'être une voie qui doit être explorée. Donc on a fait cette campagne d'affichage pour lutter contre ce message. Il n'y a pas d'âge pour l'endométriose, vraiment. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez tout au long de l'année avec l'association ? Vraiment, l'ADN d'Endo-France, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est le soutien. Et toute l'année, on apporte vraiment un soutien à la fois en présentiel et en visio aux personnes qui se tournent vers nous. Alors, on va privilégier bien évidemment nos adhérents. On va leur offrir par exemple des rendez-vous individuels avec une bénévole quand elles sont perdues dans leur parcours, quand elles ont besoin d'en parler, quand elles ont besoin d'une orientation vraiment individuelle. Donc, elles passent 1 heure en visio avec une bénévole pour avoir des solutions. On va leur offrir également de rencontrer des thérapeutes ou des médecins pour poser toutes leurs questions, pour savoir, par exemple, on a fait des questions-réponses avec un chirurgien gynécologue, on a fait des questions-réponses avec une sexothérapeute, avec aussi des kinés, des ostéos, pour qu'elles trouvent des pistes, des voies. Voilà, on organise des ateliers de découverte, par exemple de la sophrologie, d'hypnose, pour qu'elles puissent tester et voir si ça leur convient. On leur offre des cours de yoga ou des cours d'automassage, etc. Et puis, pour tout le monde, pour le public en général, voilà, on organise des rencontres amicales pour
on offre un espace de parole en fait aux couples, aux personnes pour qu'elles posent leur vie avec leurs difficultés avec la maladie. Et puis, on va organiser ces conférences et ces tables rondes tout au long de l'année. Donc, on est vraiment dans des actions d'information et de sensibilisation et de soutien. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de la sensibilisation en établissement scolaire, mais on fait aussi des sensibilisations en entreprise et de plus en plus. Et ça, pour nous, c'est important parce que c'est une maladie invisible qui, dans certaines formes, peuvent relever du handicap invisible. Et c'est important que les managers comme les employés aient conscience que cette maladie existe et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur le quotidien professionnel. Et là, on va aussi amener toutes les pistes possibles pour aider les personnes à rester dans l'emploi, en lien notamment avec la médecine du travail. On a d'ailleurs rédigé aussi un livre blanc qui s'appelle Endométriose et emploi, que l'on diffuse aussi avec Kerialis, qui est une mutuelle qui a la particularité de Kerialis, c'est d'avoir 80% d'adhérentes féminines. Donc elle a décidé de s'investir à nos côtés sur cette cause de l'endométriose et on a diffusé le livre blanc ensemble. Et parmi les entreprises qui nous ont fait confiance dans ces actions de sensibilisation, on a quand même des entreprises comme la SNCF, comme Promode, comme Air France, comme Kiko Milano, comme Lacoste, comme GRT Gaz, des mutuelles, donc c'est quelque chose vraiment qu'il est important d'avoir en tête parce que l'endométriose au travail, c'est un vrai problème pour celles qui en souffrent. Aujourd'hui, en France, est-ce que c'est reconnu comme une maladie, comme une affection de longue durée, l'endométriose ou pas ? Parce que justement, j'ai une amie qui a l'endométriose et qui me disait que c'était faire les actes d'imagerie médicale, etc., c'était extrêmement cher et que du coup, c'était un frein pour elle de faire ces actes d'imagerie médicale. Et je crois que c'est d'ailleurs pas pris en charge. Alors effectivement, l'endométriose n'est pas reconnue comme affection longue durée dans la liste des ALD 30, c'est-à-dire des maladies qui ouvrent systématiquement droit à l'ALD. En revanche, il est possible d'obtenir une ALD 31, une ALD hors liste, pour l'endométriose. Mais là, il ne faut pas que... Donc c'est un dossier qui est à monter avec le médecin traitant qui va envoyer ce dossier à la sécurité sociale. Il ne faut pas qu'il se contente de mettre ALD pour endométriose. Il faut qu'il vraiment détaille le parcours de soins, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, opération à venir, traitement en cours, détailler les traitements en cours, qu'ils soient hormonaux ou antalgiques, détailler les prises en charge spécifiques dont bénéficie la personne pour l'accompagner dans le quotidien avec la maladie. Et là, ça permet effectivement l'obtention de cette ALD 30. Ce qu'il faut avoir en tête sur l'ALD, que ce soit l'ALD 30 d'ailleurs ou l'ALD 31, c'est que de toute façon, elle ne prend pas en charge tout ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire typiquement les dépassements d'honoraires des médecins. Si on va voir un médecin qui consulte dans le public, ALD 30 ou ALD 31, le dépassement d'honoraires reste à la charge de la patiente. C'est pareil pour les actes d'imagerie justement. Ça malheureusement ça ne changera rien. Idem si on veut aller voir une acupunctrice, une sophrologue, etc. Ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc l'ALD 30 ou 31 n'intervient pas dans le remboursement de ces frais-là. Il y a une autre reconnaissance qui est importante aussi pour les personnes atteintes d'endométriose, c'est la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, parce que ça va vraiment permettre un aménagement du poste de travail. Et on oriente vraiment les femmes qui sont en souffrance dans leur travail vers ça, parce que vraiment, l'employeur est obligé, sur préconisation du médecin du travail, d'aménager le poste. Alors ça peut aller de l'achat d'une simple chaise beaucoup plus confortable pour qu'elle puisse rester assise, ça peut être avoir plus de jours de télétravail, ça peut être revoir carrément la fiche de poste aussi s'il y a des missions qui sont trop complexes pour elle. Mais ça c'est quelque chose vraiment qui peut aider aussi dans le maintien en emploi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur le sujet de l'endométriose en général ? Oui, j'aimerais
remercier bien évidemment notre marraine d'être présente à nos côtés. Elle nous a offert notamment des spots de sensibilisation qui ont été diffusés sur TF1. L'année dernière, elle nous a fait un joli spot aussi de sensibilisation pour les lycéens. Mais je voudrais aussi remercier notre parrain, parce qu'on a un parrain qui est Thomas Ramos, qui est joueur de rugby et au Stade Toulousain et en équipe de France. Thomas, il s'est engagé aussi pour soutenir la voix des conjointes et des conjoints. Et lui, il accompagne sa femme atteinte d'endométriose. Et c'est important parce que l'endométriose, ça ne se vit pas seul. C'est une maladie qui se vit à deux. C'est une maladie qui se vit en famille quand on a la chance d'avoir une famille. Et c'est important d'avoir ce regard-là aussi parce que souvent, on a des conjoints ou même des papas, des frères qui nous écrivent, des fils qui nous écrivent pour leur maman et qui nous disent « mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ?» Et on trouve ça tellement touchant. Et c'est ça que Thomas voulait porter justement à travers son engagement à nos côtés en tant que parrain. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'était super intéressant, on a appris beaucoup de choses. Merci à vous deux de m'avoir donné la parole parce que vraiment sensibiliser sur l'endométriose, c'est aujourd'hui la chose la plus importante et qui peut changer la vie d'une femme. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous sentir moins seul si vous souffrez de l'endométriose, mais aussi qu'il vous aura donné des conseils et du courage si vous n'êtes pas encore diagnostiqué. N'hésitez pas à vous rapprocher d'EndoFrance si vous avez besoin de plus d'informations, de conseils et d'aide. Les équipes feront leur maximum pour que vous soyez accompagnés au mieux. Et nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner au compte d'EndoFrance, mais aussi à Trucs de Meufs pour ne rater aucun épisode. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao les meufs!